Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Semeuse de graines. Aujourd'hui, on va discuter mindset, on va discuter surtout des difficultés de passer de la fonction publique, en tout cas du salariat, au mode entrepreneur, et tout ça avec Claude Cunego. Bienvenue Claude Cunego. Merci pour l'invitation, Rachel Moretti. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors, pour ceux qui nous connaissent un peu, eh ben, Claude et moi, on se connaît plutôt bien. Voilà, on partage notre vie, comment on pourrait dire, privée. Et surtout, on travaille ensemble. Et aujourd'hui, dans l'épisode de podcast, on va parler évidemment travail. Le sujet Ouais, de cette... donc toi tu dis on partage notre vie privée et surtout on travaille ensemble, c'est ça? Donc J'ai surtout dit on ça comme travaille ça? ensemble. Ouais, Ok, oui, donc surtout, on partage notre vie privée. Et on ok, travaille ensemble. Alors, depuis maintenant, on a allié nos compétences depuis le mois d'octobre, septembre ou octobre, je crois, ouais, en hein, sur un septembre. programme, Hmm, sur le programme Métamorphose. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux et qui concerne beaucoup de personnes qu'on accompagne. C'est comment on passe de salarié à entrepreneur. Alors nous, on a même relevé un autre défi, parce que nous, on est passé de fonctionnaire à tout à fait. entrepreneur. Hmm, Et c'est quelque chose de compliqué parce que forcément, il y a plein de choses dans la vie de l'entrepreneur auxquelles on n'est pas du tout, mais alors pas du tout préparé quand on a été salarié. Et je dirais même, plus longtemps on a été salarié, plus les difficultés, en fait, elles sont grandes parce que on s'est habitué à certaines choses, à certains fonctionnements, et il faut balayer pas mal d'années de croyances, d'habitudes, de certitudes pour devenir en entrepreneur, on va dire, à temps plein. Ok, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, rapidement nous raconter ton parcours justement de fonctionnaire, alors voilà, de salarié ou fonctionnaire, peu importe. Comment tu es arrivé dans ce monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a décidé à quitter tout ça? Alors moi j'étais professeur des écoles, donc comme tu le dis, fonctionnaire d'État, depuis 1998 jusqu'en 2018. Et allez, on va dire aux alentours des années on va dire que ça a commencé aux alentours des années 2010 à me fatiguer un petit peu, l'éducation nationale, à voir des choses qui me convenaient moins en tout cas. Et puis l'idée de l'entrepreneuriat qui a commencé à émerger en 2013 et qui s'est définitivement installée en 2018. Voilà, j'ai quitté l'éducation nationale pour ne plus jamais y revenir en 2018, même s'il y a eu une période 2013-2016 où j'avais déjà pris une dispo, mais j'étais revenu 2 ans. D'ailleurs, c'est pendant cette période qu'on se rencontre tous les deux, à mon retour dans l'éducation nationale. Et donc, 2018, je prends la décision de repartir en dispo pour me lancer dans une activité de pro de l'accompagnement, voire même, on pourrait dire, de thérapeute, même si l'idée principale au départ, c'était plus la préparation du mental du sportif, mais au final, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, et, euh, et dans cette période de 2018, on va dire même jusqu'à 2020, mon activité et ce qui me permettait de vivre, c'était surtout une casquette de formateur. Donc quelque part, c'était pas du salariat, mais on était, voilà, j'intervenais pour un gros institut parisien sur de la sophrologie, j'étais formateur et c'était pas du salariat, mais presque, parce que Mhm, mon activité à côté et son développement, elle était anecdotique. J'arrivais pas, je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à développer mon activité d'indépendant. Et donc, difficile de me libérer de la casquette de formateur pendant ces 2 années-là. Et c'est en fait en 2020 que je découvre à travers une formation dans laquelle je m'étais inscrit pour développer mon activité sur le web, que je découvre en fait que ma grosse problématique, c'est justement certes d'être entrepreneur sur le papier, mais pas du tout l'être dans l'âme et pas du tout l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et je rencontrais donc de grosses difficultés à développer mon activité. J'ai tout compris à ce moment-là. ok, eh ben merci beaucoup parce que du coup tu introduis très bien le sujet de l'épisode. Justement, ces plus grandes difficultés. Alors moi je vais juste résumer pareil pour ceux qui ne me connaîtraient pas.
qui écoutent l'épisode, moi je suis le même parcours. Moi j'en suis encore en transition, mais je suis le même parcours. Je suis prof, j'étais prof à plein temps encore il y a... alors c'est quoi? C'est la deuxième année. Oui, je viens de finir ma deuxième année scolaire à temps partiel, sinon j'étais prof à plein temps. Pareil, volonté de quitter l'éducation nationale et je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors au départ, un petit peu pour arrondir mes fins de mois, et puis finalement, je découvre que c'est aussi peut-être ce qui va me permettre de sortir de l'éducation nationale. Mais moi aussi, je me retrouve confrontée à des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas. Voilà. Mhm. Donc toi, tes plus grandes difficultés, si tu devais en lister deux ou trois, ça a été quoi tes plus grandes difficultés en devenant entrepreneur? Alors, toutes mes difficultés, elles se regroupent dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'état d'esprit de l'entrepreneur. Elles se regroupent toutes à l'intérieur et après, elles vont se matérialiser si je dois en choisir. Les plus grandes, c'était, en fait, j'ai le sentiment que c'est les trois piliers de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais une relation à l'argent qui était très compliquée. En gros, l'argent, c'était sale. Voilà, j'ai découvert ça parce que j'ai toujours dit, comme tout le monde, que je voulais être riche. Mais entre le conscient et l'inconscient, il peut y avoir un Mm. décalage assez énorme. Donc, je découvre à travers la formation où je me suis inscrit que l'argent, c'est sale pour moi. Je découvre que vendre, c'est mal. Et derrière ces expressions que je donne et qui sont assez simplistes, j'ai plein d'expériences qui ont émergé, qui me sont revenues à l'esprit et qui expliquent que j'en sois arrivé à croire que l'argent c'est sale et que vendre c'est mal. Et la dernière, c'est la prospection, ça sert à rien. Si t'es bon, on vient te chercher. Et donc, c'est pour ça que je les considère comme moi les trois piliers du développement d'une activité. Et avoir une problématique sur un de ces piliers, ça peut être compliqué à un moment donné. Et avoir une problématique sur les trois, ça me donne les réponses à ce que je te disais tout à l'heure, 2018-2020. C'est anecdotique les accompagnements que je Mhm. réussis à vendre dans mon activité. Ok, merci. Alors moi, je vais retrouver hein, la même chose forcément. Je vais revenir sur ce que tu as dit sur le fait que tu te rends compte à un moment donné des difficultés et qu'elles viennent de là. Ça veut dire que dans les difficultés euh, auxquelles on va se retrouver confronté quand on devient entrepreneur, il y a des difficultés conscientes, mais il y a des difficultés inconscientes. Et ça, c'est hyper important, je pense, de le souligner, parce que dans les difficultés conscientes, je vais en donner des très simples, hein. J'ai besoin d'aller sur les réseaux sociaux, mais je sais pas comment les utiliser. C'est une difficulté consciente. Et Ouais. aujourd'hui, moi, ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne des personnes qui ont cette difficulté, on va dire, consciente de j'ai besoin d'aide parce que je sais pas comment on utilise Instagram, je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Pour d'autres, ça va être difficile. Elles vont se rendre compte de parler de leurs offres. Ah, c'est difficile parce que voilà, je sais pas comment faire. Donc ça, c'est tout ce qui est conscient. Et moi, ça, j'y étais confrontée. Alors, utiliser Instagram, moi, parce que j'aime les réseaux et que je sais les utiliser. Mais par exemple, parler de mes services, comment on le fait, etc. Mais un peu comme toi, moi, il y a des difficultés qui, pour moi, n'en étaient pas du tout. C'est-à-dire que jamais je me suis dit, mon problème, il va venir de ma relation à l'argent. Mhm. Mes Ah ben moi difficultés, jusqu'à longtemps, elles sont restées conscientes. Mhm. Ouais, moi jusqu'à ce que je découvre ça, encore une fois, je ne pensais pas avoir une problématique de relation à l'argent. C'était pas problématique dans mon esprit. C'est juste parce que j'ai été confronté à un type qui parle du sujet, qui commence à me faire m'interroger et qui m'oblige un petit peu à creuser le sujet. Et puis je me souviens d'un vraiment un très très gros déclic. Je suis en discussion avec un coach en visio, en one-one comme ça. Le mec faisait partie de la même formation que moi et puis on s'est dit tiens on va se faire une visio. Et puis on discute. Et puis justement, moi, à travers la formation dans laquelle on était, bah, j'avais commencé à bosser un petit peu. Puis je lui dis, quoi, je lui fais part du sentiment que j'ai d'avancer sur le sujet, etc. Il me laisse parler, il me laisse parler. Il a été très très bon, hein. D'ailleurs, je lui ai pris un accompagnement derrière. Il a été très bon. Il a gagné un client. Il m'a laissé parler, il m'a laissé parler, il m'a laissé parler. Et puis à un moment donné, il y a eu un blanc. Et lui, il me pose une question toute simple. Claude, est-ce que c'est important pour toi l'argent? Et là, je reste sans voix.
Parce qu'en fait, la réponse à l'intérieur ça a été automatique. Il avait même pas fini sa question que la réponse était non. Donc je lui ai dit, je dis, écoute, j'ai bloqué la réponse, mais en fait, ce qui est apparu à l'intérieur, c'est non. Et là, il m'a dit, bah, si c'est pas important pour toi, comment veux-tu que ton cerveau t'aide à aller dans ce sens et à gagner de l'argent? Alors, j'étais déjà dans le coaching, en tout cas dans une certaine connaissance du fonctionnement du cerveau. Donc, ça a fait tilt, il n'y a pas eu besoin d'aller chercher plus loin et je savais que c'était quelque chose absolument à creuser et à nettoyer. Et donc, je me suis embarqué avec lui d'ailleurs, qui m'a fait beaucoup progresser sur le sujet. Et bizarrement, courant 2021, j'ai commencé à vendre des programmes et des programmes même premium à un prix x10 par rapport à ce que je pouvais proposer. Ouais, ouais, Et, ouais. et même à l'époque, hein, je proposais des séances, moi, de 40 balles la séance. Quand il s'agissait de donner le tarif, j'étais très très mal à l'aise. Et aujourd'hui, je fais x10 pour voire même x100 par rapport au prix de la séance. Oui, oui, Et je suis au clair avec, tout va bien. Ouais, mais par contre, effectivement, il y avait un gros travail derrière. oui. Et ça, c'est comment dire, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, comment tu peux te rendre compte qu'il y a un problème? Parce qu'en fait, on parle quand même de choses inconscientes. Pour donner moi mon exemple, donc avant qu'on bosse ensemble sur le programme Métamorphose, tu intervenais de façon ponctuelle auprès de mes clientes justement sur l'aspect mindset. Et moi j'ai souvenir de personnes qui, à chaque fois qu'on finit la séance, notamment sur la relation à l'argent, etc., qui disent: Ah ouais, mais je savais pas que j'avais un problème. Tu vois? Et moi, la première, je me souviens de la toute première fois où tu interviens, où je fais l'exercice en même temps que les clientes, et je me rends compte qu'il y a une phrase qui tourne dans la famille depuis toujours Mhm. et qui est cette phrase avec laquelle j'ai grandi: on n'est pas fait pour être riche. Tu Ouais. vois? Et donc là, je me rends compte que, merde, il y a peut-être un problème en fait. Mais comment tu peux t'en rendre compte? Parce que ben, on est sur des choses inconscientes. Je pense que moi, tu m'aurais demandé il y a 10 ans, tu as un problème avec l'argent, je t'aurais dit: Ah ben non, moi l'argent, j'ai aucun problème Mhm. avec. Je sais que c'est pas sale, je sais que c'est cool parce que ça peut te permettre de bien vivre, de faire plaisir aux gens qui sont à côté de toi. Pour moi, il n'y avait pas de problème avec l'argent. Donc comment on peut se rendre compte de ça? Parce que Alors, c'est plus ton domaine. Par quelles, on- comment dire, caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait de mal, qu'est-ce qu'on fait de travers pour se rendre compte que derrière, il y a peut-être un problème lié à ça? Alors, il n'y a pas forcément de qu'est-ce qu'on fait de mal ou ça, c'est pas la bonne, le bon axe d'observation. C'est plus comment on vit sa relation avec l'argent. Est-ce que, par exemple, depuis la nuit des temps, les fins de mois sont difficiles? Est-ce que je suis toujours en bagarre avec mon compte en banque? Est-ce que, après, pour aller sur des choses un petit peu plus larges, quel regard je porte sur les gens qui en ont? Est-ce qu'à un moment donné, je suis critique? Moi, je sais qu'à une certaine époque, j'aimais pas les riches. Bah, parce que j'avais le sentiment à l'époque qu'ils profitaient du système, qu'ils profitaient des salariés, c'est pas là, c'était les patrons, et j'avais une image d'eux, de gens vénales, superficiels, etc. Ce qui est complètement faux aujourd'hui. Aujourd'hui, je rencontre les mêmes types de personnalités chez les gens qui ont de l'argent que chez les gens qui en ont pas. On peut Oui, trouver de tout dans ouais. toutes les sphères de la société. Mais par contre, c'est l'image que j'en avais. Et à partir du moment où on considère que bah, les riches, c'est des salopards, par exemple, de manière générale, on les aime pas, allez, on va faire l'exception parce que dans notre entourage, on a un ami qu'on adore depuis toujours, qu'on kiffe, et lui, il est riche, bah, on va dire, ouais, mais lui, c'est pas pareil. Hein, lui, il est différent. Et quand on a un regard qui est négatif de manière globale sur les gens qui ont de l'argent, ça veut dire qu'on a un problème avec et il y a besoin d'aller le nettoyer. Et comme je te disais, si effectivement nos fins de mois sont depuis la nuit des temps compliqués, voilà, moi je suis passé par une période comme ça, où les fins de mois, où j'étais toujours en bagarre, etc., avec l'argent. Quand j'ai un problème d'argent, mais on peut être riche et avoir un problème de relation à l'argent, attention, hein. Mhm. Toi, c'est pas que les gens qui n'en ont pas. Parce que là, depuis, moi, j'ai rencontré Christian Junod, dans la formation dans laquelle j'étais, qui est un spécialiste de la relation à l'argent, et il disait, moi, j'ai des gens qui sont millionnaires, mais qui ont toujours besoin de cumuler. Donc, il y a cette notion soit de, il faut que je cumule pour me sentir en sécurité, mais en fait, la sécurité, elle vient jamais. Et puis, il y a ceux qui dilapident l'argent, même sans qu'ils soient là. Et donc,
voilà, c'est ce genre d'exemple que je peux te donner qui peuvent un petit peu interpeller et permettre aux gens de se dire, bon, bah, je vais aller creuser, en fait. Et moi, j'ai même tendance à dire qu'à partir du moment où on est français, on a potentiellement une difficulté à nettoyer parce qu'on grandit dans un monde où, en L'argent est France, on tabou. a, ouais, et puis en France, voilà, on a quand même décapité les rois, on a quand même une relation au Ouais, pouvoir qui est un peu particulière et bah après, je pense que ça va regarde ne dépendre serait-ce, aussi oui, oui, non, mais je fais pas une du milieu où tu as généralité, mais grandi. oui, mais Parce je fais pas que, une généralité, mais de manière globale en France, on a du mal à donner son salaire, par exemple. oui, Et c'est ça, c'est tabou, un c'est ce que je signe disais. aussi, Ça ouais, reste tabou. ouais, Voilà. Et après, ça va dépendre aussi de ton enfance. Je pense que toi, comme moi, on a grandi dans des familles d'ouvriers. oui, Voilà. Et donc, famille, aujourd'hui, je sais pas si gauche et droite, ça a encore un sens, mais à l'époque, gauche et droite, ça avait du sens. Et enfin, moi, perso, j'ai grandi dans une famille communiste, hein. Et du coup, bah oui, le patron, c'est le méchant. Donc, le riche, il est pas, oui, puis regarde, il exploite les ouvriers. c'est un sujet qui est intéressant. On avait ce débat là avec ma fille Margot, il y a pas très longtemps, où elle disait que, en gros, tu peux pas être de gauche et être riche. Tu vois, tu peux pas. Bah, moi, je pense que si, c'est possible. On peut avoir envie d'aider, de contribuer, de penser qu'il y a besoin d'un système d'aide sociale, Social. tout en ayant beaucoup d'argent. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, bah, les riches c'est à droite, les pauvres c'est à Mm. gauche. Alors, merci. Deuxième, par rapport à la prospection, tu vois, moi, un signe, je trouve, qui est assez flagrant. Tu disais tout à l'heure, prospecter, tu pensais que prospecter, ça sert à rien. T'es bon, on viendra. Et moi, je vois le nombre de personnes qui continuent, on va dire, un petit peu de fonctionner à l'ancienne. Je sors de ma formation de sophro, voilà, c'est bon, je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute. Je fais des jolies cartes de visite, j'achète une belle plaque que je mets devant chez moi. J'ai tout distribué, ma plaque, elle est comme ça, et il n'y a personne qui arrive. Et ben ça, je pense que clairement, peut-être que c'était une façon de fonctionner qui marchait encore il y a quelques années parce qu'il y avait moins. Et encore, je suis pas sûre. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller se faire connaître. Et je me rends compte, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fois perdu du temps. Tu vois, dans les personnes que j'ai pu accompagner, des gens qui ont perdu du temps, qui disent, bah, moi, ça fait genre 1 an que j'ai lancé mon activité. Et maintenant, j'arrive sur les réseaux parce que ça tourne pas du tout. Et qu'est-ce Mhm. que tu as fait jusque-là? Bah, j'avais fait des cartes de visite, j'ai fait un site internet, j'ai mis une belle plaque, puis ça marche pas. Je souris quand tu dis ça parce que je suis passé par là. Effectivement, moi aussi j'ai mis une belle plaque, j'ai fait des cartes, j'ai fait des flyers et il y a personne qui venait. Donc oui, la prospection, en fait, on a besoin de se montrer, de faire savoir qu'on existe. Euh, et là-dessus, on en revient, tu vois, à une croyance qui peut coincer là-dedans. Si depuis que tu es toute petite, on t'explique que tu dois pas trop te montrer, tu dois pas prendre la lumière, faut que tu te fasses discrète, bah forcément, ces gens qui ont grandi avec cette éducation-là, bah, se montrer, se faire voir, exploiter les réseaux, faire des face cam, c'est quelque chose qui va être difficile parce qu'à un moment Hmm. donné, on leur demande de se mettre en lumière et ça peut coincer et ça peut vraiment être des vrais gros blocages parce que souvent on se dit ouais elle veut pas se montrer c'est facile etc. Bah non il y a des choses qui coincent il y a des forces invisibles en fait qui nous empêchent de faire des choses indispensables pour développer notre activité parfois et en effet la prospection moi j'ai un exemple je crois que je t'en ai déjà parlé en privé mais j'ai un exemple une première expérience dans l'entrepreneuriat. C'est la première fois où je suis parti dans l'entrepreneuriat, 2013-2016, j'ai bossé dans une salle de sport. Donc, je payais un abonnement à la salle pour prospecter et trouver des clients à l'intérieur. Et sur mes premières semaines, bon, forcément, j'ai pas beaucoup de clients, hein, j'arrive seulement. Et là, je vois, bon, il y a des coachs qui bossent, qui ont des clients. Il y en a notamment un avec qui j'arrive même pas à discuter tellement il a de travail. Et en même temps, à travers mes compétences dans le monde du sport, je me dis, putain, il fait quand même pas super gaffe à ses clients. Je trouve, les positions sont pas bonnes. Il fait porter des poids avec des dos dans des postures. Bref, je trouve vraiment en limite. Et puis, il y a un mec qui est assis à une table là-bas qui bosse pratiquement pas. Donc lui, je vais discuter avec lui, j'ai le temps. Puis on discute, et c'est un tueur. Mais vraiment, au point que je lui dis, bah écoute, toi, je vais te prendre une séance par semaine et tu vas me faire monter en compétence dans l'accompagnement du client sur l'aspect sport. Et donc, du coup, on sympathise et je confirme, c'est un tueur. Mais lui, il bosse pas.
Mais sauf que l'autre, là, le ptio qui foutait les gens dans des positions de malade, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait pas de clients? Il allait sur les tapis de course, il allait rigoler avec les mamans, les nanas, les mamies, même parfois, et il allait discuter et créer du lien avec tout le monde. Mhm. Et donc, t'en as un qui bousille les gens à travers ses accompagnements, mais qui a la tchatch et qui réussit à vendre. Et puis, t'as l'autre qui est un tueur, qui reste sur sa table et sa chaise là-bas et qui trouve pas de clients. Donc, à un moment donné, c'est pas la compétence. On peut être des super pros de l'accompagnement, mais si à un moment donné, on n'est pas capable, de temps en temps, de foutre la casquette de l'entrepreneur ou du commercial, parce qu'on a toutes les casquettes quand on est Mhm. indépendant, de mettre la casquette du commercial pour aller se vendre, bah derrière, ça va rester au point mort et ça va stagner, voire ça va s'arrêter très vite parce que et on arrive à des gens qui disent c'est pas pour moi. Ben non, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est Ouais, ouais, que ouais. t'as pas enclenché la démarche qui te permet de transformer ton activité en quelque chose qui se développe. Ouais. Et ça, alors je pense que c'est vraiment, on va dire, la plus grosse difficulté, hein, c'est de se rendre compte bah, qu'on va être confronté à des difficultés, et elles sont nombreuses, elles peuvent être variées, Mm. hein, mais que chacune, on a tous la capacité de les dépasser. Tout à l'heure, je disais dans l'intro, hein, que plus de temps on a passé dans le salariat ou nous en étant fonctionnaire, plus c'est difficile parce que forcément, ces croyances, elles sont installées depuis, depuis beaucoup plus longtemps, Oui, des habitudes. Je veux dire, on a été profs tous les deux, bah forcément, on n'a jamais eu besoin d'aller chercher des clients. Alors que tu as des salariés qui ont peut-être pu déjà bosser dans le commerce, ils auront déjà, comment dire, quelque chose Mm. à bagage que nous, on n'a pas Oui, du tout. Prospecter, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu besoin de me vendre, voilà. Ils n'ont pas le choix, ils m'ont en prof et basta, les élèves. Tu vois, tout à j'ai pas fait. besoin de me battre avec mes collègues. Voilà. Donc, c'est vraiment des difficultés et je pense que la plus grosse difficulté, c'est de les ignorer. Et comme tu disais, c'est-à-dire à un moment donné, de ne pas basculer. Là, on s'adresse notamment aux thérapeutes puisque c'est les gens avec lesquels on travaille principalement, mais c'est de ne pas basculer dans le mode entrepreneur. Et aujourd'hui, moi, je croise encore beaucoup de gens qui se refusent à, comment dire, à travailler sur certaines de leurs difficultés. Tu vois, on parlait de la prospection. Bah, pour certains, non, ils le feront pas parce que c'est peut-être plus facile en fait de rester dans le mode. Non, mais à un moment donné, on va venir me chercher. Mm. Oui, mais ça, encore une fois, tu vois, ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu. Je me suis entendu dire, moi, je suis un thérapeute, je suis pas un entrepreneur. Et quand on a dit ça, on a tout dit, en fait. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit ça, ok, je sais, à 80%, je sais quels sont ses problèmes. Et c'est quelqu'un qui va pas réussir à développer son activité. Je mets ma main à couper, je mets un billet dessus. Parce que moi aussi, je l'ai dit, à quel moment je me réveille quand j'entre dans cette formation-là, qu'un mec de très haut niveau, en qui j'ai confiance, qui est une forme de mentor, me dit, mec, euh, ton problème, il y a de là. Mhm, Et quand on sait après, quand on est dans mon domaine et qu'on sait que, moi j'aime bien la phrase, tu crées ce que tu crois. C'est-à-dire que nos croyances, qui sont ces forces invisibles, on parle de croyances parce que c'est plus facile à comprendre, mais en fait c'est des chemins neuronaux, hein. C'est mhm, simplement des circuits au niveau du cerveau qui sont installés là depuis très longtemps et qui sont automatisés. Tu as parlé d'habitude, c'est une très bonne expression. Elles sont automatisées et il y a besoin de venir les revisiter pour les faire évoluer et ça prend du temps. Et comme tu le dis, plus on s'y prend tard pour faire évoluer ces choses-là, plus ça prendra du temps à les faire évoluer. Parce qu'encore une fois, elles sont installées depuis très longtemps et comme il y a beaucoup de passages à l'intérieur, c'est comme ça que le cerveau considère qu'un chemin est à privilégier parce qu'il y a beaucoup de courants électriques qui passent à l'intérieur. Donc il faut en créer un nouveau et l'exploiter de manière forcée. Parce que sinon, notre cerveau, lui, il va prendre le chemin automatisé et celui qui va le plus vite. Et il y a besoin, donc, et plus il est ancien, donc plus il est difficile à contourner. oui. Alors, tu vois, moi, par rapport aux, comment dire, les problèmes inconscients, en fait, les difficultés inconscientes, moi, je me suis rendu compte, alors, bah, c'était l'année dernière, ça fait un an. Euh, Pourtant, dans ma tête, voilà, pareil, volonté d'être entrepreneur et je pensais aussi que voilà, c'était clair, assez clair dans ma tête. Et je me suis rendu compte de deux choses. C'est que quand on me demandait ce que je faisais,
je répondais d'abord, je suis prof, mais à côté, j'ai une petite activité. Mhm. Tu vois, la Mhm. façon de présenter mon travail, c'était d'abord, je suis prof, mais à côté, j'ai un petit truc qui tourne, C'est un voilà. passe-temps, ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, oh oh, déjà, si tu veux en fait que la chose, elle s'inverse, faut qu'elle s'inverse dans ta tête. Donc Mhm. aujourd'hui, je fais hyper gaffe. Alors aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus naturel, mais pendant un certain temps, j'ai fait hyper gaffe à la façon dont je présentais mon travail. Et je commençais volontairement par, je suis entrepreneur, mais je suis encore aussi prof à temps partiel. C'est-à-dire que la priorité, elle devenait l'entreprise, pour moi. Alors, je ne le dis pas comme ça à mon proviseur quand on est en entretien. Hein. Lui, je lui dis exactement l'inverse. Mais je veux dire que quand les gens me demandent, je suis d'abord entrepreneur et je fais encore des heures à l'éducation nationale. Et bien ça, j'ai trouvé que c'était hyper important de se rendre compte des fois des petites choses comme ça. Parce que Mais comme oui, tu dis, c'est des choses qui ne sont pas forcément conscientes, mais des fois dans la formulation, dans la façon dont on parle de ce qu'on fait. Tout à l'heure, tu disais, ouais, non, mais moi, je suis thérapeute, je ne suis pas entrepreneur. Ça veut tout dire. Et ben moi, de dire, moi, je suis prof et à côté, j'ai un petit truc qui tourne, ben, ça va rester un petit truc à côté, en fait. oui, parce que tu matérialises ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu crées ce que tu crois. Tu crées, c'est à l'extérieur. Ce que tu crois, c'est à l'intérieur. Pour créer à l'extérieur, il faut d'abord croire à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce que tu vas mettre, tout ce que tu vas créer dans ta vie, toute la réalité que tu crées, tu la crées parce que tu as les éléments qui sont intégrés à l'intérieur. Donc d'abord, n'importe quelle réussite, c'est d'abord une réussite dans la tête. Et moi, je me souviens d'une époque où j'ai passé un brevet d'état football. Et je me souviens d'un gros débat avec un mec qui disait que les jeunes, il fallait les autoriser à rêver, que c'était important qu'ils rêvent de devenir pro, etc. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, j'étais pas encore dans le coaching du tout hein, à cette époque-là, de ceux qui disaient, bah non, il faut pas laisser rêver les gosses, il faut être franc avec eux parce que sur une promo de 100, il y en a peut-être aucun qui vont Mhm. réussir et peut-être qu'il y en aura un. Donc moi, j'étais pas de, je pensais aux 99 qui allaient pas y arriver et je préférais être clair avec eux. J'ai complètement changé d'avis depuis sur ce sujet parce qu'à un moment donné, euh, y croire, rêver et y croire, c'est indispensable. C'est pas suffisant. Tous ceux qui rêvent de devenir footballeur professionnel vont pas le devenir. C'est pas suffisant. Ouais. Mais c'est indispensable parce que il suffit de pas y croire pour ne pas y arriver. Et il y a des gens qui sont pleins de talent. On n'aura pas suffisamment laissé croire que c'était possible. Ils vont pas y arriver. Donc, y croire, c'est une priorité. Et d'abord, donc, une réussite, elle se fera toujours, toujours, toujours par ce qu'on pense à l'intérieur. Et donc, si à un moment donné, on veut changer notre réalité, la priorité, c'est de commencer à changer à l'intérieur notre manière de penser. Donc, tu as très bien fait de commencer par ça, de te rendre compte que bah, d'un côté, c'est ton activité principale et puis à côté, tu as un petit truc qui t'arrondit les fins de mois, etc. Parce que si toi, tu veux que ça s'inverse, bah, tu as besoin de donner de la valeur à ce que tu fais. Ouais. Et ça Et puis, commence par l'intérieur. c'est ça. Mais c'est pas si vieux pourtant. Hein. Je te dis, ça doit faire un an que j'ai changé vraiment cette formulation. Alors, dans ma tête, c'était clair que mon entreprise, c'était ma priorité, puisque c'est la volonté de sortir de l'éducation nationale. Mais c'était vraiment dans la façon dont j'en parlais aux autres. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore quelque chose qui se cachait Hmm. de, voilà, Oui, t'es entrepreneur, mais ne le dis pas trop, faut pas trop que, voilà. Hein. t'as Donc, utilisé une très bonne expression. Il y a quelque chose qui se cachait encore un petit peu. ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et pareil sur, par exemple, la volonté de fréquenter plus d'entrepreneurs. De toute façon, c'est la même période. C'est à un moment donné, je me dis, bon, si je veux que mon entreprise, ce soit le pilier, on va dire, de ma vie professionnelle, qu'est-ce que je fais à fréquenter autant de profs, en fait? Alors, je suis pas en train de cracher sur les collègues, hein, voilà, je fréquente des collègues et j'ai pas de souci avec ça. C'est juste qu'à un moment donné, bah, c'est pas du tout le même état d'esprit. Hmm. Et que si tu veux avancer, eh ben, il faut aussi t'entourer de gens qui vivent la même chose que toi, connaissent exactement ce que tu vis, sont peut-être déjà passés par là, ils vont pouvoir te donner des conseils. Donc, depuis la rentrée de septembre l'année dernière, j'ai commencé
à intégrer un petit peu plus. Alors c'est difficile parce que je vis dans un endroit où il n'y a pas forcément de clubs, etc., d'entrepreneurs, mais notamment grâce à toi par rapport au réseau que tu peux fréquenter sur Metz. Mais en tout cas, aller plus vers les gens qui vivent la même chose. Parce que je pense que le milieu qu'on fréquente, il est hyper important aussi. Oui, bien sûr, et il est Et je important parle pour pas plein que de de raisons. réseautage en termes de boulot, hein. Alors effectivement, déjà, il est important sur l'aspect réseautage. C'est pas négligeable du tout. Et Mm. ça, je l'ai négligé trop longtemps. Mais moi, ça a été vraiment transformationnel de m'investir dans des réseaux. Mais effectivement, après, ça permet de mieux comprendre la manière de penser d'un entrepreneur et de laisser ta manière de penser évoluer aussi parce que voilà, on peut. Je suis pas toujours d'accord dans les discussions que j'ai avec mes relations dans l'entrepreneuriat, mais par contre, ça me permet de découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de voir les choses, et moi, parfois, de me dire ah bah j'aime bien cette manière de voir les choses et de l'intégrer parce que encore une fois, je- regarde souvent quand on est passionné d'un sujet, ben on s'entoure de gens qui sont passionnés comme nous. Mhm. Si je suis passionné d'échecs, c'est assez rare de m'entourer de footballeurs, par exemple. Non, je vais avoir dans Mais pourquoi? Oui, Parce que on a des points communs et il y a des connexions qui sont faciles. Et puis derrière, on peut apprendre à mieux se connaître et potentiellement avoir des manières de penser différentes qui peuvent être aidantes. Parce qu'encore une fois, il y a des manières de penser qui sont aidantes dans l'entrepreneuriat et d'autres qui le sont beaucoup moins. ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que j'avais fait quelque chose de simple, hein. J'avais mis un petit message sur le Facebook de la ville où je vis. Et j'avais rencontré notamment, je me souviens d'échanges avec, mince, il est agent immobilier, mais tu vois, à son compte avec une personne du coin. Pas du tout le même taf, mais n'empêche que ça permettait voilà, de discuter des difficultés liées au fait d'être indépendant, quoi. Et ça, c'était vraiment Mais un tournant aussi parce que, et je reviens sur les trucs inconscients, je pense qu'il faudrait presque un listing quand tu deviens entrepreneur de tous les trucs auxquels tu vas jamais penser et qui peuvent être les vrais freins. Parce qu'encore une fois, galérer sur un réseau, si c'est un problème juste de technique, il y a des tutos partout, on s'en sort. Si par contre, t'oses pas te montrer, c'est que derrière, il y a un truc inconscient qui se cache. T'arrives pas à vendre, il y a un truc inconscient. Tu prospectes pas, il y a un truc inconscient. Et en fait, tout ce qu'on conscientise, c'est toujours lié à quelque chose d'inconscient. Et limite, il faudrait le ouais, listing des trucs inconscients. oui, mais je pense pas que ça soit finalement hyper utile pour les gens qui se lancent parce que tout simplement, tu ne peux tu ne peux faire évoluer quelque chose chez toi, comme t'as utilisé la bonne expression, que si tu prends conscience que tu as Mm. cette difficulté-là. Et avant d'en prendre conscience, il peut se passer du temps. Moi, par exemple, regarde, j'étais même dans le domaine de l'accompagnement, du coaching, et je pensais que ma relation à l'argent, elle s'était suffisamment assainie jusqu'au jour où quelqu'un me met la tête dedans. Donc en fait, c'est en ça que moi d'ailleurs je dis que l'entrepreneuriat c'est une aventure de développement personnel qui est exceptionnelle Mhm. parce que sur les besoins de l'entrepreneur, tu vas forcément à un moment donné te casser les dents. Tu sais, il y a des gens, des clients à moi qui ont une activité qui tourne très très bien, mais qui n'ont pas eu besoin de faire de prospection pour X raisons. Ils ont eu un réseau très vite. Comme ils avaient ce réseau, bah, ça leur a amené des gens et du coup, bah, les réseaux sociaux, le site internet, tout ça, pas besoin. Et ces gens-là, j'ai beau les amener progressivement à une réflexion sur ce sujet, bah non, il n'y a pas besoin. Et puis à un moment donné, ils me disent, bah si un jour je suis en galère, je réfléchirai. Et donc à un moment donné, moi j'ai envie de leur dire, alors c'est pas mon rôle, hein, mais j'ai envie de leur dire, c'est mais pourquoi attendre d'être en galère? Et tout Ouais. simplement parce que l'être humain, à un moment donné, tant qu'il a pas mis sa tête dans le caca, pardonne-moi l'expression, eh ben il a pas envie de la sortir et il pense qu'il va pouvoir l'éviter. C'est vrai. Parce qu'encore une fois, ça demande d'aller dans des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et souvent, on dit, bah, j'ai pas envie. Ok, c'est suffisant. Et on aura envie le jour où on a besoin de se réveiller sur le Ouais. sujet, en fait. Oui, oui. Mais tu vois, pour revenir sur ce que je disais, c'est que je suis persuadée qu'il y a des gens qui ne mettront jamais le doigt sur la réelle problématique. Pour ça que je parlais de listing, tu vois, ne serait-ce que savoir que ça existe. Euh, Ah non, Moi, mais je c'est prends souvent bien. Oui, t'as l'exemple raison. tu vois, du syndrome de l'imposteur.
Je pense que avant de me lancer sur les réseaux et de commencer à fréquenter autant de thérapeutes et de coachs, etc., jamais j'en ai entendu parler. Ça veut dire qu'il y a plein de comportements à moi, dans mon ancienne vie, qui étaient liés à ça, sans que jamais je mette le mot dessus. C'est pas tant le mot, tu vois, c'est pas le terme qui est important. C'est savoir qu'il y avait des trucs inconscients qui faisaient que j'arrivais pas à faire ça, j'osais pas faire ça. Hmm. Euh, Tu vois, moi, quand je faisais des vidéos avec les élèves, euh, je pense notamment aux dernières années où j'ai fait des films avec eux. Il y a une année où ouais, le film qu'on a fait, je le trouve trop bien. Il y a plein de défauts, mais je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'on a assuré. Il est projeté sur le grand écran. Je le trouve vraiment top. Moi, je le trouve top. Les élèves aussi. On me fait un compliment dessus. Le mec chez qui on allait, qui organisait le festival tous les ans, il me dit, ouais, le progrès que t'as fait, le film est génial. Je lui dis, ouais, mais non, il y a plein de défauts, la musique, c'était pas top. Tout de suite, je me sabote, mais direct. Hmm. Et à l'époque, mais jamais je pense que c'est, tu vois, ce syndrome de l'imposteur, ça veut dire que moi, j'aurais réussi à faire un film correctement, etc. Jamais j'aurais mis les mots dessus. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vont passer à côté des vraies raisons. Et je trouve ça dommage. Parce que si tu Ouais, sais pas qu'il y a de l'inconscient qui se cache, oui. bah, tu peux rester bloqué sur le fait que ouais, bah moi, j'ai pas réussi à développer mon activité. Les gens, je sais pas, moi, ils n'ont pas besoin, ou il y a trop de thérapeutes dans ma ville, etc. Mais jamais tu iras mettre le doigt sur le fait que, bah non, c'est parce que t'as pas osé prospecter. Parce que Ouais, mais derrière, à mes yeux, tu révèles un problème de société qui ne pourra être résolu à mes yeux que le jour où l'école se décidera à enseigner aussi ça. C'est ouais. que, alors, après, à la décharge de l'école, c'est quand même une science qui est nouvelle. On a encore plein de choses à apprendre, mais on commence à comprendre certaines fonctionnalités de notre cerveau. On accepte aujourd'hui que la confiance, elle se construit. Et je pense que l'école, moi, elle a un rôle central là-dedans, parce que comme tu l'as dit, sauf si tu t'intéresses au sujet, t'es pas au courant que tu peux faire évoluer des choses dans ta manière d'être, dans ta manière de faire. Et, euh, et ça, je pense que l'école, elle a beaucoup à faire, parce qu'effectivement, je pense on brise plein de talents, tout simplement parce que, bah, à un moment donné, on n'aborde pas cette question de confiance. Et on n'explique pas aux jeunes que en fait toutes les portes leur sont Mm. possiblement, ou en tout cas ils peuvent créer la clé pour ouvrir les portes qu'ils ont envie d'ouvrir, quoi. Ouais. Et bah après, si t'attends sur l'école, je pense qu'il va se passer encore 20 ou 30 ans, peut-être. Possible. La machine, elle est un petit peu lente, hein. Oui. Encore une question. Comment t'as réussi? Donc, du coup, bah, après, je pense qu'on l'a compris par rapport à ce que tu disais. Qu'est-ce qui t'a permis de switcher total entre celui qui sort de l'éducation nationale et ouh, je me lance, mais il n'y a rien qui fonctionne, et d'un seul coup, enfin d'un seul coup, ah, ok, c'est pas un coup de baguette magique, hein, mais à basculer vraiment de l'autre côté. Si je devais un petit peu, voilà, tu me prends un peu de cours là parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais si je devais un petit peu, je vois deux moments clés en fait. Le premier, c'est la formation dans laquelle je me suis inscrite, qui vraiment me fait prendre conscience qu'il y a énormément de choses à faire évoluer chez moi, que en gros, j'ai besoin de me construire un costume, de me fabriquer un costume d'entrepreneur. Tu vois. Donc ça, c'est la première étape, et j'ai envie de dire que pendant une année complète, j'ai fait que ça pratiquement. Je me suis remis moi en question, ma manière de penser, qu'est-ce qui était le mieux est-ce que c'était mieux de penser comme ça ou de penser comme ça? Et une fois que j'ai choisi la manière de penser, derrière, il s'agit pas juste de se dire, bon, bah, je vais penser différemment. Non, ça se construit parce que derrière, c'est un travail de répétition et c'est un travail d'action sur le terrain après. Et donc ça, c'est la première. Donc on est en 2020, juste avant le Covid. Et la deuxième étape, c'est une rencontre avec un entrepreneur. Je vais le voir en fait parce que je veux un site internet. Mathieu Mhm. Orné, des gros bisous si tu nous écoutes. J'ai besoin d'un site internet et c'est un pote qui en fabrique. Il y a une agence de com. Je vais le voir. Et moi, jusque-là, j'accompagnais que des entrepreneurs individuels. Je vais le voir et on discute tous les deux. Je lui dis que j'ai besoin d'un site internet. Et lui, à ce moment-là, il me dit, bah écoute, moi j'ai besoin d'un coach. Je te propose qu'on fasse du troc. Et tellement il m'a coupé les pattes, j'ai même pas osé lui dire non. Parce que si je pense que si j'avais eu le temps de réfléchir, je lui aurais dit,
mais non, tu sais, euh, tes difficultés, je les connais pas bien, etc. Et en Mhm. fait, comme je me sentais pas capable, moi, d'accompagner un entrepreneur qui a 20 salariés, qui a une complexité dans sa boîte assez grande, eh ben, je lui aurais dit non. Mais là, pris de court, certainement aussi grâce au fait que j'avais évolué dans mon état d'esprit et que bah ma foi, c'est en se jetant dans la difficulté qu'on se dépatouille et qu'on réussit à à garder la tête hors de l'eau et voire potentiellement même apprendre à nager. Donc j'ai dit OK, feu. Et en fait, on a bossé ensemble pratiquement 2 ans. On se voyait une fois tous les 15 jours. Et à ma grande surprise, lui a été hyper content de l'accompagnement. Alors à ma grande surprise, oui et non, mais on va dire par rapport à l'entrepreneur et au coach que j'étais, Mhm. d'être capable de... C'est un petit peu comme si on me faisait passer, ben voilà, tu coaches sur la préparation mentale un footballeur régional, et puis du jour au lendemain, on me file un mec de Ligue 1. Ouais. Bon. Et ben, le travail, c'est le même, hein. C'est pas croire que c'est très différent, le travail, c'est le même, sauf que on se sent compétent ou Oui, pas, oui, le oui. syndrome de l'imposteur dont tu parlais. Et en fait, cet accompagnement avec Mathieu, m'a fait me prendre conscience que bah, je pouvais accompagner des entrepreneurs avec des problématiques plus complexes. Et du coup, j'ai basculé j'ai accepté, je suis allé même chercher ensuite des missions. C'est même Mathieu qui m'amène dans des réseaux d'entrepreneurs, qui me fait rencontrer du monde et qui derrière me permet de basculer dans des accompagnements plus complexes, plus longs, plus rémunérateurs aussi, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui et même intervenir sur carrément les équipes. Donc voilà, si je devais, il y a deux grandes étapes. La première, celle où je décide, où je comprends que j'ai besoin d'un costume d'entrepreneur et où je décide de me le fabriquer. Et la deuxième, c'est celle où j'accepte de pouvoir basculer dans des choses que je maîtrise moins ou que je crois maîtriser moins, encore une fois. Ouais. Ok. Et moi, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que ma première année, alors un an presque et demi, hein, parce que j'ai commencé en janvier, donc forcément la rentrée scolaire d'après, j'étais encore à plein temps. Mais après, je dois demander, en fait, je dois prendre la décision de est-ce que je reste à plein temps ou est-ce que je demande un temps partiel? Et en fait, légalement, de toute façon, je ne pouvais plus rester à plein temps. Donc, je demande à temps partiel, combien d'heures, etc. Et en fait, la prise de risque, elle me fait rentrer dans le sérieux. Jusque-là, entreprendre, alors, c'est vraiment très exagéré ce que je veux dire, c'était un jeu. C'est-à-dire que quoi qu'il m'arrive, j'avais mon salaire. Il n'y avait aucun risque. Au pire, ça arrondissait mes fins de mois, c'était cool, ça, voilà, ça agrémentait plutôt bien ma vie et ça augmentait mon niveau de vie, ça c'est clair, puisque j'étais encore à une période où je galérais bien. Donc voilà, mais il n'y avait pas de risque vital. La base, je l'avais. À partir du moment en fait où je prends le risque de descendre comment dire, bah, le nombre d'heures à l'éducation nationale, forcément, c'est plus un jeu. C'est plus juste, oh, bah, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et en fait, à partir de là, je bascule. Donc, comme on doit prendre la décision en février-mars pour la rentrée d'après, on va dire que pas tout à fait un an après m'être lancé, je bascule dans, c'est du sérieux. Alors pardon, je vais mettre en position de coach. J'ai le droit de te poser une question? Ouais. Donc est-ce que tu es toujours dans cette position où j'étais dans un jeu et maintenant ça devient sérieux? Ah bah, c'est sérieux, oui, bien sûr. En fait, c'était un jeu, mais alors, c'est peut-être pas la bonne expression, hein, c'était un jeu. Ouais, mais c'est celle Euh, qui est sortie. voilà, oui, mais parce que ça veut dire, en fait, ça ne me créait pas de stress. Hmm. C'est-à-dire que tant que j'étais à plein temps, pas de stress, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Au pire, c'est un mois un peu plus, voilà, mais tu as un salaire qui rentre. Alors que dès que tu prends le risque financier, euh, il y a ce stress qui arrive. Voilà, et ce Alors stress qui est là. et tu vois, si on était dans un accompagnement, je te proposerais alors de manière différente, bien évidemment, mais là on n'a pas le temps, de revoir un petit peu ta copie parce que tu l'as dit toi-même, ce que tu penses, c'est ce que tu mets en place derrière. Donc en fait, t'étais dans un jeu sans enjeu et Mhm. tu passes dans un jeu avec de l'enjeu. Et donc derrière, stress, peur, normal, mais ça reste un jeu.
Mhm. C'est important que tu peut-être c'est Ah peut-être oui, un d'accord, dans ce point sens-là. Ouais, c'est ouais. peut-être un point que tu peux aller creuser parce qu'effectivement si derrière toi c'était un jeu et tu prenais ton pied et tout d'un coup en termes de croyance c'est plus du jeu pour toi parce que ça devient sérieux et je sais pas encore une fois c'est à toi de te pencher sur le Oui, oui, sujet et d'y oui. réfléchir ça Ouais, peut être potentiellement quelque chose d'intéressant ouais, ouais. à creuser. Ouais. Je sais que en fait, ça m'a pas enlevé du tout la notion de plaisir, sinon j'aurais arrêté. C'est-à-dire que si j'ai plus de plaisir, j'arrête. Mais ouais, je pense que ça a ajouté en fait du stress, mais du stress qui est bon parce qu'en fait, c'est là aussi où j'ai commencé à vraiment structurer mon activité et à la penser notamment sur du long terme. Alors, ouais, tu vas me dire, c'est logique, hein, parce que tout ça, c'est au bout d'un an seulement d'activité. Donc la première année, c'était vraiment du test, je teste des choses, etc. Il y avait aussi cette notion de jeu. Oh bah ça marche, ça marche pas, ça marche. Voilà. Mais après, il y a une obligation, en fait, de réfléchir sur du long terme, de se fixer des objectifs, de réfléchir aussi sur un calendrier à l'année, ce que je faisais pas du tout avant. Voilà. Mhm. C'est peut-être là la notion de, à un moment donné, le jeu, c'était quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Là, par contre, attention, parce que si tu fais pas les choses correctement, bah, et ça peut mal se passer. Mais j'ai pas perdu la notion de plaisir quand même. Ok. Voilà. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas à réfléchir sur ce terme. Écoute, bon, on est pas mal là déjà. Je sais pas combien de temps ça fait, au moins 40 minutes, je pense. On va peut-être s'arrêter là, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, écoute, rien de particulier, si ce n'est te remercier pour cet échange, parce que c'est toujours très, très agréable d'aborder ce sujet de l'entrepreneuriat, de l'aspect mindset, et puis de nos parcours à tous les deux, parce que quelque part, ça peut aussi inspirer certaines personnes qui sont en train de se lancer, qui ont peut-être des difficultés, et puis leur faire savoir que, ma foi, si ils veulent creuser un petit peu tout ça de manière efficace et plus rapide, ben on a un super programme qui s'appelle Ouais. Métamorphose. Ah ouais? J'allais en parler justement. Parce que je disais au début, hein, que toi, maintenant, on est tous les deux, on travaille tous les deux dans le programme complètement. Jusque-là, tu intervenais dans mon ancien programme de façon ponctuelle. Mais pour revenir sur tout ce qu'on a dit, tu vois, toutes ces difficultés inconscientes, euh, c'est ça qu'on travaille dans le programme. C'est-à-dire que bien sûr, il y a l'aspect développer son activité via les réseaux, via Instagram, comment on communique, de la stratégie. Mais moi, d'avoir accompagné de nombreux thérapeutes avant, avec, on va dire, ta présence que ponctuelle, je me suis rendu compte que des fois, tu peux donner les meilleures pistes et tu peux donner tous les conseils que tu veux, et même dire, bah là, il faudrait que tu fasses ceci, etc. S'il y a un blocage, c'est mort. Hmm. C'est très dur, surtout en plus si le blocage il est inconscient. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que dans le programme, ça nous permet bah, de continuer à travailler la stratégie et par contre de travailler tout ce qui peut se cacher derrière, les choses qu'on ne fait pas, celles qu'on recule, celles qu'on décale, celles où on se dit oh non, c'est pas pour moi, voilà. Et Oui, voilà. Et et c'était puis, vraiment intéressant d'avoir les deux aspects aujourd'hui dans ce programme. ouais, et moi, juste pour conclure, en tout cas, après, promis, je me tais. Euh, je te remercie profondément parce que je m'étais lancé un petit peu dans l'accompagnement des pros du bien-être pour les aider parce que je sais à quel point c'est difficile et parfois complexe de développer son activité. Et puis finalement, à un moment donné, en termes de rentabilité, il a fallu que je retourne, on va dire, sur le terrain autour de chez moi. Et du coup, j'ai quelque peu abandonné un petit peu les thérapeutes et ça me faisait mal au cœur parce que je sais qu'il y a des besoins. Et en m'ouvrant les portes de ton programme et en me permettant d'intervenir, ça me permet de toucher à nouveau du doigt et de manière bien concrète. Une mission qui me tient à cœur, c'est de permettre aux pros du bien-être de développer leur activité parce qu'il y a énormément de besoins. Ouais. Ah, vraiment, beaucoup de besoins et beaucoup comment dire, de travail. Il y a du boulot pour ceux qui vont réussir à vivre de leur activité. Mais pour Oui, vivre de son activité, ben, en fait, il faut réécouter le podcast depuis le début. tout à fait.
Voilà. Nous, Métamorphose, les portes vont ouvrir de nouveau voilà, en septembre. Hein, on Ouais, aura l'occasion d'en reparler. En attendant, on peut nous retrouver tous les deux sur notre compte commun, puisque nous avons aussi un compte commun, deux bébés, un programme et un compte. Révélateur de déclic. Sinon, ton compte perso, toi, c'est Claude Cunego, coach mental. tout à fait. Et moi, Mire Média. Voilà, je remettrai toutes les infos de toute façon sous l'épisode. Claude, je te dis à très vite. Et puis, À très vite. à ceux qui nous ont écoutés, je vous dis à très vite aussi pour un nouvel épisode. Bye Merci bye! beaucoup. Bye bye tout le monde.